Les manipulateurs détestent les conflits ouverts et loyaux. J'explique cela dans cette vidéo. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Dans cette vidéo, on va donc parler du manipulateur et des conflits. On va voir que le manipulateur déteste les conflits ouverts et loyaux, et j'expliquerai aussi pourquoi. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité de mes autres vidéos sur le thème « Ce que déteste un manipulateur ». Pour rappel, il y a 2 ans, j'avais publié un article et une vidéo sur ce thème-là, « Ce que déteste un manipulateur », et ils ont tous les deux eu beaucoup de succès. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait encore aucun article ni aucune vidéo qui traitait de ce sujet. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on trouve quelques articles qui d'ailleurs se ressemblent plus ou moins. Alors je tiens ici à rappeler que l'article original, c'était bien le mien, et c'est pareil pour la vidéo. Alors, les conflits ouverts et le manipulateur. Déjà, qu'est-ce qu'un conflit? Alors, d'après Larousse, c'est une violente opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts. On peut donc voir les conflits comme une opportunité, parce que lors d'un conflit, on se dit enfin les choses. Chacun exprime ses sentiments, chacun exprime son ressenti, son point de vue, et donc chacun sait ce que l'autre vit, chacun sait ce que l'autre pense. En revanche, le conflit devient une mauvaise chose quand les protagonistes vont trop loin. Par exemple, quand ils manquent de respect, quand ils s'insultent, quand ils sont de mauvaise foi, quand ils mentent, quand il y a aussi une volonté de nuire. Mais si on a affaire à des personnes respectueuses, le conflit, c'est l'occasion de travailler ensemble et pas l'un contre l'autre, de travailler ensemble afin de trouver un compromis, une solution. Et c'est aussi l'occasion pour chacun de mieux comprendre la vision de l'autre, comme je le disais à l'instant. Un conflit, c'est donc une opportunité à condition que celui-ci soit loyal, c'est-à-dire où les protagonistes sont honnêtes, de bonne foi, respectueux, à l'écoute l'un de l'autre, à l'écoute des sentiments, des intérêts de l'autre. Il est loyal aussi si on tient ses promesses, ses engagements, et puis il est loyal si, bien sûr, on ne fait pas de coups bas, pas de paroles destinées seulement à blesser l'autre. Donc, lors d'un conflit, comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où on se respecte et qu'on veut travailler ensemble et pas l'un contre l'autre, on peut alors chercher ensemble une solution. Donc, un compromis, par exemple, qui va ménager les intérêts ou les sentiments de chacun. Dans la famille des conflits, il y a le conflit ouvert. D'après un article de l'Express que j'ai pu lire, un conflit ouvert, ce serait, selon eux, une sorte d'explosion plus ou moins violente où les 2 protagonistes se disent en clair ce qui était caché auparavant. Dans mon propos, il ne s'agit pas forcément d'explosion plus ou moins violente. Pour moi, un conflit ouvert, c'est juste qu'on joue carte sur table et qu'on se dit les choses. Maintenant que j'ai parlé des conflits, et des conflits ouverts en particulier, on va voir le manipulateur dans ce genre de situation, comment ça se passe pour lui. Alors déjà, il faut rappeler que le manipulateur, c'est quelqu'un qui est lâche, qui est sournois et qui est hypocrite. Or, un conflit ouvert exige qu'on se confronte à l'autre. Autrement dit, un conflit ouvert, c'est prendre le risque de perdre la face. Or, on vient de le dire à l'instant, le manipulateur est lâche. Également, un conflit ouvert, ça exige qu'on confronte ses idées, qu'on les exprime, qu'on les dévoile également. Or, le manipulateur n'aime pas se positionner. C'est quelqu'un d'hypocrite, comme je le disais à l'instant, et c'est donc plus difficile ensuite de faire l'anguille, comme c'est bien le faire le manipulateur, si auparavant on a dévoilé ses idées, si on les a exprimées clairement, si on s'est positionné. Alors, en revanche, que si on garde un flou, que quand le manipulateur garde un flou autour de son point de vue, ça lui permet, comme je le disais, de faire l'anguille, donc de changer d'avis par la suite. Il pourra dire « Ah, mais je n'ai jamais dit ça », puisqu'effectivement, il est resté dans le flou. Donc en réalité, avec ses mensonges et sa mauvaise foi, le manipulateur finit toujours par retomber sur ses pattes, c'est un expert en la matière. Et on pourrait aussi parler de son sophisme, c'est-à-dire de l'art qu'il a de faire des discours en apparence logiques, avec des arguments séduisants, mais faux, et qui induisent son interlocuteur en erreur. Donc en cas de conflit ouvert, si le manipulateur entre dans un conflit ouvert, celui-ci ne sera pas loyal. En particulier, le manipulateur n'est pas quelqu'un d'honnête dans sa démarche. Comme je le disais, un conflit ouvert, c'est prendre le risque de perdre la face. Ça demande également de confronter ses idées, mais ce n'est pas tout. Pour résoudre un conflit, il faut communiquer. Or, le manipulateur refuse la communication directe. À la place, il ment. Il est de mauvaise foi, comme je le disais. Il parle de façon ambiguë et détournée. Il déforme vos propos. Il ment. Il utilise l'ironie et les sarcasmes, etc. Ce qui provoque chez son interlocuteur l'épuisement et aussi la confusion. Comme on vient de le voir par rapport à sa personnalité, parce que le manipulateur c'est quelqu'un de lâche, de sournois, d'hypocrite, les conflits ouverts ne correspondent donc pas à sa personnalité,
mais si malgré tout il entre dans un conflit ouvert, celui-ci ne sera alors pas loyal, c'est-à-dire que ses comportements n'obéiront pas du tout aux lois de l'honneur et de la droiture. Il va mentir, il va être de mauvaise foi, il va faire des coups bas. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal parce que par contre, lui, s'il en a besoin, il invoquera votre droiture à vous, votre sens de l'honneur et même votre pitié. Mais ça ne marche pas comme ça dans l'autre sens avec lui. Donc je dirais que s'il le peut, le manipulateur évitera le conflit par lâcheté. En revanche, s'il entre en conflit, ce sera sans doute dans un intérêt autre que celui de résoudre la situation, par exemple le plaisir pervers qu'il éprouve dans ce conflit, ou encore la volonté de nuire à quelqu'un. Et comme il est sournois, le manipulateur va préférer d'autres méthodes où il agira par derrière, en lâche. Par exemple, pour atteindre quelqu'un, le manipulateur peut se servir d'un tiers qu'il dressera contre la personne qu'il voudra blesser, créant ainsi la zizanie autour de lui. En effet, le manipulateur peut passer comme ça par des intermédiaires. Alors c'est pourquoi, si quelqu'un vient d'arriver dans votre entourage et que tout à coup des conflits semblent apparaître, méfiez-vous de la personne qui vient d'arriver, il se pourrait qu'elle soit à l'origine de cette zizanie. Le manipulateur est donc prêt à tous les coups, en particulier aux coups bas, aux coups lâches. Et je vais tout de suite vous parler d'un exemple qui illustre très bien comment un manipulateur sème la zizanie. Donc le manipulateur, effectivement, c'est quelqu'un qui sème la zizanie, donc qui provoque les conflits entre les autres personnes. Le manipulateur peut par exemple utiliser la suspicion pour créer la zizanie. Il pourrait dire par exemple à quelqu'un « J'ai entendu dire que ton mari voyait quelqu'un d'autre ». Dans cet exemple, vous voyez, si le manipulateur parle avec un semblant de compassion, il ne sera pas suspecté de mentir, mais blessera pourtant sa victime moralement, l'air de rien. Et cette manière d'agir est particulièrement cynique, car pendant qu'il laisse croire à sa victime qu'il lui veut du bien, en fait le manipulateur s'ingénie au contraire à la faire souffrir. Et le comble, c'est qu'en agissant ainsi, le manipulateur gagne la confiance de sa victime, qui le remercie de l'avoir prévenu, et il se met donc en position d'obtenir ce qu'il voudra, car sa victime se sentira redevable. Et c'est donc une manière adroite, mais sournoise, d'obtenir pour le manipulateur ce qu'il veut sans en faire véritablement la demande, et même sans prendre le risque d'entrer lui-même en conflit. Alors si quelque chose gêne le manipulateur chez quelqu'un, au lieu d'un conflit direct, c'est-à-dire d'un conflit où on met les choses sur la table, où on se dit ce qu'on a à se dire, l'un directement face à l'autre, le manipulateur peut se mettre à utiliser le harcèlement moral, car pour lui c'est une façon de détruire l'autre sans l'affronter frontalement, c'est une arme de lâche et d'hypocrite. Encore une fois, le manipulateur c'est une personne lâche, sournoise et hypocrite. Je vous explique tout de suite dans la suite de cette vidéo le harcèlement moral de la part du manipulateur. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner. Pensez aussi à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir cette vidéo et pour soutenir mon travail en général. Je vous remercie. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce vers le haut, partagez cette vidéo également, et je continue tout de suite avec le harcèlement moral chez le manipulateur. Alors, pour rappel, le harcèlement moral, c'est constitué en fait de petites touches, de petits incidents qui passent inaperçus chacun. Pris individuellement, ces incidents, ces touches sont banales, elles sont sans gravité. On peut parler de micro-agressions psychologiques. Et par ailleurs, ces incidents sont en apparence sans lien entre eux. Mais, mis les uns au bout des autres, ces incidents détruisent et font beaucoup de mal, parce qu'il y a un cumul de crispation chez la victime. Un cumul de petites colères, de petites frustrations. J'aime bien prendre cette image de l'érosion qui se fait petit à petit, par petites touches. Et le problème, c'est que parce qu'il s'agit de petites touches, il est difficile à détecter le harcèlement moral et également il est difficile à condamner, à punir, parce que chaque micro-agression n'a pas lieu d'être punie parce qu'elle n'est pas véritablement grave. Ce qui est grave, c'est le cumul. Ce qui fait du mal aux autres, c'est le cumul. Mais en réalité, avec un manipulateur, le harcèlement moral, c'est bien plus qu'un outil qui lui permet de régler une situation conflictuelle en détruisant l'autre sans livrer bataille. C'est bien plus que ça, le harcèlement moral. C'est aussi, et même d'abord pour un manipulateur, une arme de domination pour mettre l'autre sous son emprise. Et c'est aussi comme cela que le manipulateur se nourrit, s'alimente, parce qu'on dit, vous le savez certainement, qu'un manipulateur, c'est un vampire, parce qu'il aspire l'énergie de l'autre. Donc il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation, et c'est ce qu'on va faire tout de suite.
C'est vrai, je fais une petite digression par rapport au conflit en général, mais le harcèlement moral, c'est quelque chose de tellement important, je ne veux pas passer à côté de ça, je veux en parler. Donc, comment le manipulateur utilise le harcèlement moral? En fait, il agit en 2 phases. Souvent, quand il met sa victime sous son emprise. Il y a la première phase que je pourrais appeler la phase ascendante. Certains l'appellent aussi la phase de séduction, en fait. Le manipulateur, dans cette phase, donc, va être tellement gentil, tellement attentionné, tellement parfait, tellement tout cela qu'au même on a du mal à y croire. Et on va donc s'engager. S'engager, par exemple, en emménageant avec lui, en se mariant avec lui, en ayant des enfants, en signant un contrat si c'est professionnel, etc. Et en réalité, cette phase qui paraît tellement séduisante, c'est une phase de mise en cage. Parce qu'en fait, on se retrouve finalement dans une cage, on est pris au piège et on ne va plus pouvoir en sortir. Parce qu'on a eu une tellement bonne impression au départ. Et là commence la deuxième phase, la phase descendante. C'est une phase donc de destruction. Et elle commence à partir du moment où il est devenu difficile de s'échapper du manipulateur. Parce que, je le disais à l'instant, on s'est engagé avec lui. Et alors, dans ce genre de phase descendante, de destruction, le manipulateur va utiliser le harcèlement moral. Et il va provoquer chez sa victime une perte progressive d'estime de soi, jusqu'à la maladie, voire peut-être même le suicide. Et si sa victime tente de lui échapper, alors cette destruction va s'intensifier. Ça va être un déchaînement de violence. Pourquoi fait-il cela, le manipulateur? Eh bien parce que les manipulateurs sont des êtres angoissés, remplis de haine et de frustration. Ils ont besoin de déverser la rage qu'ils ont en eux, et c'est ce qu'ils font avec leurs victimes. Et dans ce contexte, pensez-vous qu'un conflit qui éclaterait avec ce type de personne puisse être quelque chose de sain, de constructif? Bien sûr que non, puisque le conflit est justement pour lui l'occasion de déverser toute sa rage, et même de torturer psychologiquement sa victime. Dans ce contexte, pensez-vous que le manipulateur pervers a un intérêt à ce que le conflit soit réglé et s'arrête? Dans ce contexte, le manipulateur pervers n'aurait-il pas intérêt à provoquer même une dispute là où il n'y a pas lieu de se disputer? Je vous laisse réfléchir à ces questions, je vous laisse y répondre vous-même. En tous les cas, comme je le disais à l'instant, quand la victime cherche à s'échapper, quand elle cherche à échapper à ce harcèlement moral fait par le manipulateur pervers, celui-ci va intensifier ses actions, et ça va être encore pire pour la victime, qui quelque part risque d'avoir envie finalement d'arrêter de se libérer, parce que se libérer, dans un premier temps, ce sera encore plus douloureux que de rester sous son emprise. Donc elle a le choix entre quelque chose de plus douloureux, même si après il y a la libération, ou alors quelque chose finalement de douloureux, mais de encore un peu plus supportable ou un peu moins insupportable que ce qu'elle subit quand elle essaie de se libérer. Le manipulateur, en tout cas dans ce genre de situation, quand sa victime cherchera à échapper à son harcèlement, il va chercher à la hanter. Il va chercher à hanter sa victime pour qu'elle pense sans arrêt à lui. Il va la persécuter, il va lui faire des tracasseries, et la victime, pour lui, va devoir payer le fait qu'il ait essayé de se libérer, ou le fait qu'elle se soit libérée. Et c'est pour ça donc qu'on conseille, dans l'idéal, quand on a affaire à un manipulateur et qu'on tente de lui échapper, qu'on veut se libérer de son emprise, on conseille dans l'idéal, dans la mesure du possible, de couper tous les ponts avec lui. Parce que sinon il cherchera toujours un moyen de nous atteindre. Et là j'en viens à quelque chose de très important. Face à un manipulateur, surtout si vous entrez en conflit avec lui, attention à ces réflexions du genre mais non, il n'est pas comme ça, ou mais non, il ne fera jamais ça, il ne fera jamais une chose pareille. Méfiez-vous toujours de lui. Parce que souvent, parce que nous on est quelqu'un de plutôt sain, on va pas imaginer que quelqu'un soit capable d'aller aussi loin, que quelqu'un soit capable de faire cela, et on va pas penser que lui en est capable, que lui osera le faire, que lui le fera. Méfiez-vous vraiment de cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment surprises par la suite et qui sont déçues et même terriblement blessées de ce qui peut leur arriver. Oui, en effet, il le fera. Oui, en effet, il est capable de le faire. Donc attention à ce genre de réflexion. Mais non, il n'en est pas capable. Mais non, il n'est pas comme ça. Donc, autrement dit, quand vous cherchez à vous libérer d'un manipulateur, ne laissez rien de côté. Pensez toujours que les écrits restent et les paroles s'envolent, les paroles partent. Je ne sais plus comment on dit exactement, mais vous avez compris l'idée. Faites tout par écrit, gardez des traces, utilisez des recommandés notamment, et si le contexte s'y prête, vous pouvez peut-être même vous assurer d'avoir des témoins. Pensez aussi à protéger vos données, par exemple,
faites des copies de vos fichiers ou des photocopies de vos documents. Vous pouvez peut-être les mettre en lieu sûr sur un disque dur crypté ou chez un proche. Et puis bien sûr, chez vous, pensez à changer les serrures. Voilà, des remarques générales. Ça peut paraître des fois exagéré, comme changer les serrures, mais ne vous dites jamais, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas comme ça, surtout quand vous entrez en conflit avec un manipulateur. Alors, puisqu'on parle de se libérer d'un manipulateur, et puisqu'on parle de contrer un manipulateur, il y a 2 vidéos suivantes dont j'aimerais vous parler. Juste avant, sachez que dans la description sous cette vidéo-ci, je vais vous mettre les liens, je vous ai mis les liens de mes vidéos précédentes sur le thème « Ce que déteste un manipulateur ». Donc quelles sont les 2 vidéos suivantes que je vous propose de regarder? La première, c'est comment contrer un manipulateur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une astuce toute bête pour contrer les attaques d'un manipulateur, surtout quand il fait des insinuations. On va parler du mythe que le manipulateur entretient, et c'est impossible de contrer un manipulateur sans avoir d'abord pris conscience de ce mythe. On parlera aussi des 2 choses dont vous avez besoin à tout prix si vous voulez contrer un manipulateur avec efficacité. Quant à la deuxième vidéo, elle s'appelle « Les 7 étapes pour se libérer d'un manipulateur ». Alors si vous vous sentez stressé, malheureux, triste tout le temps, et que tout cela a commencé le jour où vous avez rencontré une personne en particulier, ou quelque temps après, par exemple après vous être engagé vis-à-vis de cette personne-là, comme je le disais tout à l'heure, emménagement, mariage, enfant, embauche, etc. Ou aussi si vous soupçonnez la présence d'un manipulateur dans votre entourage, regardez cette vidéo, les 7 étapes pour se libérer d'un manipulateur, parce que je l'ai créée spécialement pour vous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que vivent les personnes victimes d'un manipulateur, vous verrez quels signaux doivent vous alerter et vous pourrez donc comparer ces signaux à ce que vous vivez vous-même. On parlera ensemble du piège dans lequel vous ne devez absolument pas tomber, pourtant beaucoup trop de gens tombent dans ce piège, et je vous donnerai les 7 étapes qu'il faut connaître et appliquer pour se libérer d'un manipulateur, et ainsi que de nombreux conseils pour sortir de l'emprise du manipulateur ou de la manipulatrice. Tout se trouve dans les 2 vidéos suivantes, donc comment contrer un manipulateur et les 7 étapes pour se libérer d'un manipulateur. Les liens se trouvent sous cette vidéo. Si vous êtes sur mon site, donc ça se trouve tout de suite en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, ça se trouve dans la description. La description n'apparaît pas forcément si vous êtes sur smartphone notamment. Pour cela, il faut cliquer sur la petite flèche en bas à droite. Quand vous cliquez sur cette petite flèche, vous faites apparaître la description et dans la description, vous allez trouver tous les liens des vidéos dont je vous ai parlé. Comment contrer un manipulateur, les 7 étapes pour se libérer d'un manipulateur et également ce que déteste un manipulateur. Voilà, je vous en dis pas plus. Cliquez sous cette vidéo, faites apparaître la description si nécessaire en cliquant sur la flèche en bas à droite. Et moi je vous dis à tout de suite dans une des vidéos suivantes. À tout de suite.